Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Donc, je suis autrice de BD, je suis l'autrice de Shiki, 4 saisons au Japon, et je vis à Angoulême depuis 2020. Et bonjour Rosalie Strasser. Bonjour Mathieu. Présentation courte mais efficace. Effectivement, on est content de te recevoir pour cet album. Shiki, avec ce sous-titre, tu l'as dit, 4 saisons au Japon, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, réalisé à la Maison des auteurs de la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, donc on est fiers de défendre ce projet. On va évidemment en parler, mais d'abord peut-être raconte-nous le point de départ du livre. Est-ce que ça part de l'envie de raconter cette année au Japon, comme le dit le sous-titre, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est tu vas au Japon en te disant ça fera un super livre après? Eh ben les deux. Enfin, à la base, j'étais partie là-bas en me disant, pas pour faire de la BD, mais en me disant tiens, je vais raconter au fur et à mesure, même comme un journal de bord, mon année là-bas, et ce que j'ai pas fait du tout. Et c'est vraiment les événements que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai expérimenté du Japon, l'image que j'avais par rapport à le vécu, qui m'ont donné envie en fait d'en parler. Donc plutôt dans l'autre sens. Tout ça, on va détailler, mais ce qui est assez amusant, c'est que c'est une bande dessinée, je le disais, qui s'ouvre par du texte illustré, d'ailleurs qui est ponctué de textes sur voilà, les grandes, j'allais dire, croyances, traditions japonaises. La mythologie, ouais. Mythologie. Pourquoi tu as fait ce choix-là d'ouvrir une BD par de la littérature finalement? J'avais envie de respiration, de césure dans le récit. Donc ça, c'était pas un truc que j'avais vraiment pensé à l'origine, c'est plutôt des choses que je suis venue insérer à la fin. J'ai d'abord commencé par faire toutes les parties autobio, tous les chapitres. Et c'était des transitions parce que j'en avais un peu marre de parler de moi aussi tout le temps, que j'avais envie de faire autre chose, que j'avais envie de faire un peu de couleur. Et que je trouvais que c'était quand même intéressant dans ce que je racontais, de faire des parallèles avec la mythologie. Mais c'était pas... Oui, c'est venu plutôt après. Tu disais, c'est un carnet de voyage, un carnet de bord, même si t'aimes pas trop ce terme-là, on va peut-être y revenir, mais un carnet de voyage qui s'ouvre donc par ton arrivée au Japon et par une cabine téléphonique. Et ça, je dois avouer que ça surprend, parce qu'au Japon, il reste des cabines téléphoniques. Ouais, il y en a. Là, c'était dans la grosse campagne en plus, donc ouais, ici, il reste ça, ouais. Il y a plein de choses un peu anachroniques, je trouve, au Japon, donc ça m'a pas surpris plus que ça. Alors au départ, la première saison, tu partages une maison avec d'autres jeunes femmes. Alors c'était un genre de ryokan, donc une auberge où l'hôte du coup accueille des clients. Là, c'était pas tant le cas que ça. C'était la saison un petit peu creuse, et donc il y avait pas beaucoup de clients. Donc c'était surtout des filles, des occidentales, qui étaient là en tant qu'aide. Donc le système workaway, enfin woofing, où on n'est pas payé mais on est nourri logé en échange de travail qu'on faisait pas vraiment. Enfin un petit peu, mais. Et donc c'était un endroit assez bizarre dans la campagne dans la région du Kansas. Et oui, c'était une ambiance très particulière, c'était très beau, un petit peu oppressant, mais dû surtout à l'hôte qui était, on en parlera j'imagine, un peu problématique. Alors, parlons-en, cet hôte, dans les premières pages dont tu ne montres pas le visage. Donc en tant que lecteur, tu le dessines de façon un peu diffuse, un peu flou, oui. Presque un fantôme finalement, un visage fantôme. Alors bon, du coup je vais en parler tout de suite, mais c'est que c'est un agresseur, et qu'au moment où j'ai commencé à dessiner, je pense que j'étais pas encore tout à fait prête à parler de cette histoire. J'avais envie de le faire, je savais que j'allais le faire. Un agresseur sexuel, je précise. Ouais. Mais c'était encore un petit peu tôt. Et en fait, j'étais juste incapable de dessiner son visage. Et donc, j'ai commencé par le dessiner flou parce que je me suis dit que j'avais quand même envie d'avancer, de poser des cases. Et en fait, en le voyant comme ça, flou, je me suis dit que c'était très impactant et que c'était mieux au final que de le représenter lui. Et que ça pouvait en plus aussi faire un genre de trigger warning pour le lecteur parce que c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment en France. Et je me suis dit que ça allait tout de suite interpeller, que les gens allaient se poser la question, peut-être sentir venir quelque chose d'un petit peu difficile, et que j'allais du coup pouvoir pas forcément mettre de voix off et vraiment raconter les événements comme je les avais vécus, sans que ce soit non plus trop choquant et trop un moment où on tombe des nues pour le lecteur, ce que je voulais pas faire non plus. Donc c'était un double... Et c'est vrai que ça le rend d'abord intriguant. T'as plutôt tendance à nous rassurer, puisque toutes les autres jeunes filles sont rassurantes autour, qu'on dit mais non, mais en plus il est homosexuel, on risque rien. Oui, donc, c'était toujours ça en fait, c'était toujours ce truc de... Il y avait quelque chose d'un petit peu creepy, où je me posais des questions, mais en fait non, ça va. J'étais toujours sur la brèche, en fait je savais pas, c'est pour ça que j'en suis arrivée là, j'imagine. C'était
juste oppressant mais compliqué d'être sûr, quoi. J'avais ce problème de est-ce que c'est une différence culturelle, parce qu'effectivement les Japonais sont quand même assez différents, différence de génération, il y avait beaucoup de j'étais très naïve aussi, mais mais c'était quand même flou. Alors, il y a aussi des moments plus joyeux dans cette première partie, évidemment, quand tu apprends notamment à faire les temaki, qui se roulent comme un gros joint, je cite. C'est une espèce de plat... C'est des sushis, mais qu'on fait à l'arrache un peu à la maison, quoi, sans le côté tout bien fait de la culture culinaire japonaise. Et donc, malgré cette agression sexuelle, tu décides de rester au Japon. Bon, alors déjà, j'étais un peu partie au Japon, paradoxalement, parce que je subissais pas mal d'agressions en France. En fait, j'habitais à Paris à ce moment-là. Pas des agressions, du harcèlement dans les transports, et j'avais vraiment cette marre, en fait, de vivre à Paris. Et j'avais été au Japon en 2013, juste en tant que touriste 2 ans auparavant, là, et j'avais respiré. Enfin, c'était vraiment un truc où dans la rue, il y avait aucun souci, où j'avais l'impression que oui, on pouvait se balader la nuit sans aucun souci, et d'une certaine manière, c'est quand même le cas. Mais bon, bref, du coup, j'avais fui déjà un peu la France pour aller au Japon. Pas que pour ça, bien sûr, parce que je suis attirée par ce pays depuis toujours, mais c'était aussi un petit déclic. Et donc, bien sûr, j'ai vécu un peu ça comme une grosse trahison du Japon. Mais j'avais pas envie de partir non plus. Et puis j'étais aussi dans un gros déni. Hein. À ce moment-là, j'ai pas du tout. J'ai tout mis ça dans un coin de ma tête et j'ai juste mis le mode survie et j'ai continué à vivre ma vie, quoi. Parce qu'il y a cet épisode-là qui est le plus marquant, mais tout au long du livre, il y a des épisodes d'agression sexuelle répétés. Plus légers, mais quand même bien présents. Oui. Ouais. Donc on est loin de cette image, effectivement, tu le dis toi-même dans le livre, mais du Japon plus safe pour les femmes notamment. Oui, je pense qu'il y a quand même... En fait, c'est une ambiguïté un peu bizarre. Il y a quand même ce truc où je me sentais plus en sécurité de voyager, de faire du stop, de dormir dans la rue, de faire des trucs que j'aurais pas fait, je pense, en ville, en France. Alors que là, par exemple, j'ai dormi à Tokyo, à Kyoto, dans des buissons et j'ai pas eu de soucis. Il y a quand même ce truc de... Il y a moins de gens qui viennent vous emmerder et surtout de manière... flippante, en fait. Il y a bien des gens qui m'ont posé ces questions très directes, de genre, tu veux pécho ? Je leur dis non et c'est bon, quoi. Enfin, c'est étrange, mais ça fait pas peur. C'est quand même lassant et c'est du sexisme, clairement, mais c'est pas le même genre de sexisme et d'agression qu'en France, je trouve. Et ton agresseur, tu t'es posé la question de comment le représenter au-delà du visage ? Parce que, est-ce que tu as voulu le représenter, je sais pas, de façon monstrueuse ou... Est-ce qu'il y a ce visage dont on a parlé, mais non, pas du tout. Parce que c'était quand même juste un homme d'un certain âge, un papy, quoi. Enfin, c'était quelqu'un qui avait l'air même gentil, et qui avait toujours cette ambiguïté, mais je voulais pas... Non, c'était pas... C'est juste quelqu'un de tristement classique, quoi. Tu t'es déçu par tu le racontes, le côté moins safe que tu l'imaginais, même si tu viens d'y revenir, mais il y a aussi, j'avoue que j'étais déçu comme toi en lisant le livre, le côté environnement, c'est-à-dire qu'on a tous l'image d'un Japon très respectueux de la nature, etc. Et ça aussi, tu casses un petit peu cette image-là. Oui, mais ça, j'ai peut-être un propos un poil plus nuancé maintenant. C'est vrai qu'au moment où j'ai fait le livre, j'ai été hyper surprise quand je suis arrivée sur place du plastique surtout, en fait. Il est vraiment omniprésent, il n'y a rien qui n'est pas emballé, suremballé et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a quand même pas de déchets qui traînent dans l'environnement, donc il y a quand même un respect qui est présent chez eux qu'on n'a pas ici. Et puis même là, en me réintéressant un petit peu à comment ils gèrent leurs parcs nationaux, tout ça, en fait, je me dis que on n'a pas trop de leçons à leur donner quand même. Mais c'est vrai que j'avais cette notion vraiment c'était le peuple supérieur, quoi, qui était surtout sur cet aspect-là, avec Miyazaki, c'est vrai que leur culture, dans la mythologie, tout ça, ça a l'air hyper présent. Et c'est pas si rose que ça, mais c'est pas non plus... voilà. Je nuance. Justement, tu dis en Mireille intéressant, j'allais te demander, est-ce que tu aimes encore le Japon aujourd'hui, à la fin de cette expérience-là ? Alors, oui, j'ai toujours envie d'y retourner, c'est vraiment une genre d'obsession. Mais en tout cas, c'est plus apaisé qu'à mon retour. J'ai vraiment eu une période, je pense 2 ans après ce voyage, qui correspondait au moment où j'y suis retournée, en 2017, où là j'étais en gros rejet. Je comprenais pas pourquoi j'étais retournée, en fait. J'avais une rage qui sortait à ce moment-là. Et maintenant, non, c'est plus apaisé. Je vois les bons côtés, les mauvais côtés. C'est comme partout, il y a du bon à prendre et du mauvais aussi. Et ça me fait, je sais pas, ça me fait un peu rire l'excès de feelings que j'avais sur ce pays. Mais j'ai quand même toujours une attirance qui va pas partir, je pense. On le disait en sous-titre, 4 saisons au Japon. Donc tu chapitres ton livre sous forme de 4 saisons, les 4 saisons qu'on connaît. Pourquoi ? Et là aussi, comment t'es venue cette idée ?
En fait, je crois que ça m'est venu comme ça, j'ai pas tellement réfléchi. C'est aussi parce que j'ai eu des expériences géographiques liées aux saisons et du coup vraiment des choses à raconter et qui se découpaient comme ça. Ma première, la première là en automne où il se passe cet événement là, c'était vraiment dans un endroit. Ensuite, j'ai habité à Tokyo pendant l'hiver, puis j'ai fait un petit voyage à Kyoto au printemps. Et ensuite, l'été, c'était l'été d'après, en fait, où, pour justement avoir ce truc avec du recul et le côté un peu justement de rage dont je parlais là il y a 2 secondes. Donc c'était des épisodes en fait qui correspondaient aux saisons, donc c'était pratique. Ça faisait un bon sous-titre pratique. Oui, c'est ça. Et puis aussi, il y a quand même, j'avais envie de parler aussi beaucoup du Japon, que ce soit un personnage en soi. Et il y a beaucoup de choses au Japon qui sont liées aux saisons, des événements marquants comme Hanami, les fleurs là, de cerisier, enfin toutes les célébrations qu'ils ont qui sont assez saison. Et j'avais envie d'en parler aussi pour célébrer un petit peu le Japon malgré tout, parce que c'est cool. Si on parle du style graphique, qui est dur à définir, parce qu'à la fois on sent une inspiration manga et japonisante, et à la fois tu t'en détaches quand même beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, tiens, on dirait Tintin au Japon. Un peu, c'est vrai, parce qu'il y a une espèce de ligne claire, et en même temps, on voit une influence japonaise et manga. Mais il y en a clairement une, je pense, dans mes décors, j'ai beaucoup lu du Mizuki, et j'adore ces Tsuge, Mizuki, tous ces mangaka-là qui font des décors hyper fouillés et des personnages plus simples, plus cartoon. Et moi, c'est pas cartoon, mais c'est vrai que mes persos sont assez simples, c'est souvent des points pour les yeux, je me dessine de manière assez basique. Et donc, il y a cette influence-là, et aussi, je pense qu'il y a l'influence manga parce que je dessine des décors japonais, mais ça se serait passé à Lyon, on n'aurait peut-être pas visualisé ça comme ça. Donc tu penses que c'est surtout... Parce que les décors, il y a des doubles pages, j'ai noté, même si ça ne dira rien aux auditeurs, mais 66, 67, 172, 173, scène de ville assez incroyable. C'est des grands paysages. Tu as pris du plaisir à dessiner ça, ou au contraire, c'est un peu un sacerdoce Ah non, moi j'adore vraiment je trouve que c'est hyper photogénique, illustrogénique, je ne sais pas comment on dit. Mais les deux, on va dire. Vraiment, il y a quelque chose de la campagne comme de la ville au Japon qui est... Ouais, moi j'ai vraiment du plaisir à le dessiner. Je trouve que ça rend bien quoi qu'on fasse. Et comment tu travailles ton découpage et tes cadrages? Parce que j'avais presque envie d'envoyer le livre à des producteurs de cinéma en leur disant regardez, c'est déjà découpé, le storyboard est fait, vous n'avez plus qu'à filmer. C'est un découpage très cinématographique. Ah bah peut-être. Je sais pas, c'est pas conscient, mais j'ai probablement regardé beaucoup de films comme tout le monde. Après mon découpage, j'ai procédé sans vraiment faire de storyboard, c'était au fur et à mesure. Donc j'avais vraiment pas... Je savais ce que je voulais raconter globalement, mais c'était quand même un peu scène par scène. D'une part parce qu'en fait, ça m'ennuie de faire toujours la même chose. Donc si je fais... sur 300 pages, si je fais que du storyboard, je meurs. Donc il faut que j'alterne un peu. Et que c'était possible de travailler comme ça parce que c'était l'autobiographie et que voilà, j'avais juste à piocher dans mes souvenirs, à les réarranger et à faire quelque chose de cohérent avec. Ce qui est peut-être pas la manière de faire en fiction. Je pense que ce serait plus le bordel. Et après, pour les cadrages, je sais pas, je sais que j'aime bien prendre mon temps pour poser une action, une ambiance. Donc, ouais, j'imagine que il y a peut-être une influence du cinéma là-dedans, où il y a un truc de décor, de poser ces personnages dedans. Et... Le noir et blanc, ça s'est imposé tout de suite? Oui. ouais, je sais pas, c'est ma zone de confort, je pense. Parce que sur un récit aussi long, ça aurait été un petit peu indigeste de la couleur. J'avais envie que ça reste élégant. Je trouve que ça va bien avec le Japon, ce côté un peu épuré, même si ça peut être hyper fouillé quand même. J'avais envie en fait d'aller quand même pas mal dans les détails, mais que ça reste léger, donc noir et blanc, je pense. Tu réfutes le terme de carnet de voyage? Donc comme je l'ai pas fait là-bas sur place, je raconte vraiment mon quotidien. Je sais pas, c'est plus une tranche de vie là-bas au Japon que ça peut pareil, je sais pas. Non, ouais. Tranche de vie dans différents lieux du Japon. Oui, ok, c'est un carnet de voyage. Et justement, la suite de ma question, c'était est-ce que il y a des carnets de voyage en bande dessinée qui t'ont inspiré ou qui t'ont marqué dans tes lectures et qui peut-être t'ont donné envie de faire ce livre-là? Non, je pense pas comme ça. Enfin, je lis quand même des récits de voyage et même sur le Japon, j'ai lu pas mal de... Comment il s'appelle, Florent Chavoué, c'est ça? Mais là, pour le coup, c'est plus du carnet de voyage, au sens où c'est vraiment du quotidien, des trucs qui accrochent l'œil et pas vraiment quelque chose de vécu. Enfin, je sais pas comment le dire bien. Mais... C'est de la photo presque, de la photo dessinée. En tout cas, c'est des instantanés de voyage. Ouais, voilà, très bien. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors, si on revient quelques années
en arrière, tu expliques que tu ne te destinais pas forcément au dessin. D'ailleurs, ton truc, c'était, si je dis pas de bêtises, plutôt de la musique. Ouais, c'est vrai. Mais t'as fait tes recherches? Ah bah toujours, je travaille. C'est étonnant. Bon non, il y a des passerelles. Ouais, pas évidentes quand même entre les deux, mais ouais non, moi j'ai grandi dans une famille qui était plutôt dans la musique et c'est toujours quelque chose que j'adore faire, même si j'en ferai rien professionnellement, c'est sûr. Mais le dessin, c'est quelque chose que j'aimais aussi, mais qui a jamais été une énorme passion comme je peux le voir chez mes congénères. Ouais, je me pose encore la question de est-ce que tiens, je vais pas changer quand même. Mais bon, là je suis lancée pour l'instant et ça me plaît. Mais la porte est ouverte. Tu dis j'en ferai rien professionnellement, mais ces deux formes d'art qui se rejoignent souvent, la musique et la bande dessinée. Que ce soit le croquis de concert, que ce soit, il y a tout un tas, il y avait une exposition il y a quelques mois encore à la Cité sur les liens entre rock, pop, musique et bande dessinée. Pourquoi tu fais pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des bios de grands musiciens, où forcément ton goût pour la musique peut servir. C'est vrai, ben, j'y penserai. Si, quand j'étais en projet de diplôme, à l'époque, je m'étais dit que j'allais faire une bio de Janis Joplin, ce que j'avais pas fait, et qui est probablement déjà fait maintenant depuis. Et à quel moment tu sens que c'est finalement plutôt vers le dessin que tu vas te destiner? C'est à la période Japon, justement? C'est avant? Non, c'était quand même avant, parce que j'ai fait des études d'ILU quand même. J'avais le choix entre faire de la physique-chimie, et c'est encore autre chose, et du dessin, et j'ai fait du dessin. Mais c'était au moment où je suis partie au Japon, même si j'avais découvert la BD et que j'avais adoré ça du coup en DMA illustration, je m'étais pas dit tiens, allez, ok, je me lance. C'est quand même vraiment ce que je disais au tout début, là, parce que j'ai vécu ça au Japon et que j'avais quelque chose à raconter, que j'ai choisi d'en faire. Dans la musique, il faut être excellent, alors qu'au dessin, on peut faire un peu d'esbrouf et ça passe. L'esbrouf, c'est là, toi, tu fais de l'esbrouf. Moi, je fais grave de l'esbrouf. Ouais. C'est-à-dire que j'ai aucune notion d'anatomie et de perspective et que ça marche. Et comment ça marche? Je sais pas. Après, non, il va y avoir des puristes qui vont dire que quand même la BD c'était mieux avant. Hein, mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu détaché de ces codes. Dernièrement, les nouvelles générations d'auteurs et d'autrices, c'est en général un peu plus libre qu'avant. Enfin, c'est plus divers. On voit plus de choses, des traits plus simples. Et moi, j'adore cette nouvelle tendance. Du coup, je suis contente que ça se développe. Tu disais ton voyage date de 2016. Ouais, 15-16. 15-16, sorti en 2023 la BD. T'as travaillé dessus tout ce temps-là, non, ou non. c'est venu, c'est reparti? Bon, alors déjà, tout ça, j'en ai parlé un tout petit peu, j'avais un gros déni. Donc pendant bien 2 ans après, jusqu'en 2017, 18, je pense, c'était quelque chose auquel je pensais pas du tout. En fait, c'était dans un coin de ma tête bien enfermé. Et ça a explosé en 2018-2019. Donc là, j'étais pas bien. Et c'était au moment où j'étais en Nouvelle-Zélande, donc j'étais en autre voyage. J'étais pas du tout en train de dessiner. Mais en revenant du coup de ce voyage, après donc cette grosse dépression, on va dire ça comme ça, je me suis dit que c'était le moment d'en parler, que ça pouvait être une sorte de thérapie, puis que je me sentais prête aussi à commencer en tout cas à démêler ce nœud-là. Donc j'ai commencé à bosser dessus en 2020, je pense, au moment du confinement. Enfin, non, un peu avant, parce que justement j'ai pas trop bossé pendant les confinements. Et donc non, mais j'ai quand même mis 3 ans, c'était long. Pour 300 pages, après tout. Oui. T'as une idée, une envie pour le prochain album? Alors, je suis en train de bosser sur une trilogie, mais avec un scénariste qui parle de théâtre. Et j'ai aussi un projet d'illustration qui parle de la montagne, parce que je suis montagnarde aussi à la base. Et j'ai un projet perso en tête que je suis censée un petit peu faire, mais j'ai un peu de mal, parce que c'est de la fiction et c'est aussi quelque chose d'assez perso. Donc pour l'instant, j'y réfléchis, mais j'avance pas beaucoup dessus. Parce qu'en plus, j'ai pris plein d'autres projets en attendant pour quand même faire quelque chose. Donc, voilà. Mais c'est dans ma tête, ça avance petit à petit. Et donc en attendant, on relit ces 4 saisons au Japon. Pourquoi le titre d'ailleurs? Tiens, ça c'est le sous-titre, mais... Shiki, ça veut dire 4 saisons. Donc c'était pour expliquer, pour qu'on se pose pas la question. Mais apparemment, on se la pose quand même. On te la pose souvent. Oui. C'était pas si obvious que ça. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prête? Allez. La première BD que tu as lue? Ça devait être un Tintin. Ah non, c'était Tom Tom et Nana dans les J'aime lire ou les... Je sais plus dans quel... C'était dans J'aime lire. C'était Tom Tom et Nana. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Ah, il y a vraiment des gens qui répondent du tac au tac à ces questions. J'aime beaucoup Catherine Meurice et Alison Bechdel. Donc je vais dire Bechdel et Dykes to Watch Out For. Tu gardes Meurice pour une autre réponse? Ouais, s'il y a une autre question qui correspond. La plus belle couverture de bande dessinée? Ah bah ça aurait pu être la jeune fille et la mère, la jeune femme et la mère. Mais en fait non, je veux dire Edith Chambon, Ma famille imaginaire. Parce qu'elle est vraiment trop belle et que j'adore quand les titres sont vraiment, font
part, enfin du dessin s'inscrivent dedans, et au toucher, elle est super douce. J'adore cette couve. Quelle est la plus belle case de bande dessinée? Oula, quelque chose dans Non-Nonba de Mizuki, avec un beau décor et un personnage cartoon dessus. Quelle est la BD que tu aimes mais tu as honte de l'avouer? Je sais pas, c'est peut-être un manga sexiste un peu pourri, mais faudrait que je les relise en fait. Quel est ton personnage de BD préféré? Quand j'étais petite, c'était Yoko Tsuno. Voilà, maintenant je ne sais pas. Et ton personnage de BD détesté? Je sais pas, le Grand Schtroumpf. Ton super-héros préféré? Astro Boy. Parce que sinon je déteste tous les autres, je crois. Je suis pas très super-héros classique. Du coup, je vais dire Astro Boy. Et justement, ton super-héros détesté? Batman. Parce que c'est un gros milliardaire qui fait rien de bien avec son pognon. Pour aider le monde, je veux dire. Tu dessines dans le calme ou en musique? Les deux. Quand j'écris, quand je fais du storyboard, c'est plutôt dans le calme. Et quand j'encre, plutôt en musique. Couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Toujours? Pour la narration, ouais. Pour l'illustration, plutôt couleur. Mais pour la narration, noir et blanc. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Ouais, il y aurait Mathilde Layet, qui est une copine qui n'a pas encore publié avec un éditeur, mais qui publie sur Internet, dans des... mince, je me rappelle plus du nom, Comics Fair. Mais elle fait des super BD, et voilà, ça va pas tarder, je pense, à décoller pour elle. Elle arrive à faire des BD un peu fantastiques, et c'est trop beau, hyper intelligent, trop bien écrit, c'est magnifique. C'est de l'aquarelle, enfin, elle est trop forte. Et on rappelle son nom? Mathilde Layet. Merci Rosalie Strasser d'avoir joué le jeu. Et donc on relit Chicli les 4 saisons au Japon. Mais 4 saisons? Ouais, 4 saisons. 4 saisons, tout court. Publié chez Virage Graphique. Merci beaucoup. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.